Mesdames et messieurs, bonjour. Ivoire 114, dans le cadre de son émission Gofé, la flûte de la Nouvelle-Afrique, reçoit pour vous M. Michel Gali. Il est politologue, professeur et observateur de la crise ivoirienne. Il est chercheur à l'ILERI. Avec lui, nous allons décortiquer la politique de la Côte d'Ivoire post-électorale. Monsieur Michel Gali, bonjour et bienvenue à Ivoire 114. Bonjour, merci à Ivoire 114 de m'avoir invité à réagir sur l'actualité ivoirienne. Monsieur Michel Gali, le 25 octobre 2015 a eu lieu en Côte d'Ivoire les élections présidentielles et la commission électorale indépendante a publié toute une série de pourcentages de participation. Au début, 60%, ensuite 56% pour se stabiliser à 52%, là où l'opposition parle de 11% de taux de participation. En tant que politologue, quel est votre sentiment et qu'est-ce que vous en pensez ? Ma première réaction, alors comme observateur des élections, ça serait que c'est du jamais vu. Effectivement, des chiffres de participation fluctuants. Vous l'avez remarqué, 3 chiffres pour la commission électorale soi-disant indépendante, c'est du jamais vu. Il faudrait le mettre en rapport aussi avec la remarque des observateurs de l'Union africaine qui ont dit qu'en aucun cas le taux de participation pourrait être supérieur à 40%. Effectivement, le Front populaire ivoirien, le principal parti de l'opposition, donne des chiffres autour de 11%. Mais quant à ces chiffres, il faut remarquer qu'ils n'avaient pas d'observateurs dans tous les bureaux de vote puisqu'ils avaient appelé au boycott, mais que d'un autre côté, ils ont des liens avec la commission électorale indépendante, après ce que je pense, ou ce que je crois savoir, et que donc ce chiffre, que moi je situerais autour de 15 à 20%, est effectivement extrêmement faible, et enlève, je pense qu'on va y venir, toute légitimité par rapport aux résultats de ces élections. Monsieur le professeur, donc si nous comprenons très bien, le taux de participation avoisine aux environs 20%. Mais justement, si le taux de participation était aux environs de 20%, quelles auraient été les conséquences de ces élections sur le plan international ? Sur le plan international, je dirais, il y a la réalité des faits dont on vient de parler, et puis il y a l'écho médiatique. Et tout a été organisé par le pouvoir en place, par le régime Ouattara, via des sociétés basées à Paris, comme Agence 7 par exemple, avec Annemeo, ou des journalistes qui sont proches du pouvoir Ouattara, même s'ils agissent dans les médias français, que ce soit Radio France Internationale, France 24 ou certains organes de la presse écrite, pour ne parler uniquement que du résultat qu'a fait Alassane Ouattara, autour de 80%, 83% dit-il, des voix. Et passer en quelque sorte à la trappe le taux de participation, en tout cas les estimations de l'opposition, de 15 à 20%, ce qui est scandaleux au point de vue de l'éthique journalistique, puisqu'effectivement, quand il y a une situation avec des chiffres contradictoires, on donne au minimum les 2 chiffres, et on rappelle la commission électorale indépendante avec le fameux Youssouf Bakayoko qui est à l'origine plus ou moins de la crise post-électorale de 2010 et qui a été reconduit à ses fonctions. Et donc cette commission soi-disant indépendante est composée uniquement de partisans pro-Ouattara. Donc si vous voulez, il y a l'effet dont on vient de parler précédemment et puis l'écho médiatique qui est complètement perverti et qui est complètement, au fond, dans le sens du régime pour légitimer une élection qui n'est absolument pas représentative. Je reprends ma question. Si le taux de participation déclaré avait été autour de 20%, qu'est-ce que cela allait avoir comme conséquence sur la gouvernance du président Alassane Ouattara ? Écoutez, comme dans toute participation quasi inexistence ou en d'autres termes un abstentionnisme massif, ça aurait délégitimé non seulement effectivement son élection, mais son régime. Ça aurait montré que si on peut penser que le RDR, son parti d'origine, peut revendiquer environ un tiers de l'électorat, c'est le poids électoral, les pesanteurs sociologiques, pour tout dire, les nordistes et les sahéliens du Mali ou du Sahel en général, Burkina, etc.,
qui ont eu la nationalité ivoirienne, donc comptons 30%. Mais s'il n'a même pas atteint ce taux, c'est qu'il y a un certain nombre de ses partisans qui sont soit déçus, soit peut-être de manière minoritaire ont estimé que l'élection était déjà jouée, si ce n'est truquée, qui n'ont pas participé. Donc si le taux de 80% d'abstention, pour nous résumer, avait été accepté par la communauté internationale, ça aurait montré que le pouvoir, au fond, ne tient que par le régime militaire intérieur et les forces d'occupation que sont l'ICORN et ONUCI. Les élections présidentielles étant finies, il y a les élections législatives qui approchent. Alors, on entend des échos dire qu'au niveau de l'opposition, que l'opposition pourrait boycotter ces élections. Et si le FPI arrivait à boycotter encore ces élections, est-ce que cela ne serait pas une faute politique pour le parti du président Laurent Gbagbo? Bon, si vous voulez, là, en tant que politologue, j'ai une opinion un peu mitigée, parce qu'il n'y a pas de vérité absolue dans ces décisions de participation ou non. Il n'y a que des vérités relatives, c'est-à-dire des opportunités. Je vous rappelle que Laurent Gbagbo, il est passé du boycott, dit boycott actif, à un moment de sa carrière politique, à une acceptation sous Houphouët-Boigny d'une élection truquée, où c'était des représentants de l'ambassade de France qui lui avaient annoncé à l'avance qu'il ne ferait que 18%. Mais il a eu un certain nombre de députés, une dizaine, si je me souviens bien, qui font qu'il s'est servi de cette tribune à l'Assemblée nationale, répercutée par les médias nationaux et internationaux, pour apporter la contradiction à un moment où auparavant il y avait un parti unique et où Houphouët-Boigny n'était aucunement contesté. Donc tout est question d'opportunité politique. La communauté congolaise vient d'interpeller M. Claude Barthelone, président de l'Assemblée nationale, face à son mutisme et au mutisme de la France, qui a accepté en quelque sorte le fait que la Constitution soit changée au Congo. Alors, que représente ce mutisme français face, en quelque sorte, au massacre de la démocratie en Afrique? Oui, merci. Bon, Claude Barthelone, c'est vrai qu'il a réussi plusieurs exploits vis-à-vis de l'Afrique, notamment de recevoir juste après son élection Guillaume Soro, avec tout son passé sanglant et sa mise en cause, y compris par la justice internationale. Mais s'il est le deuxième personnage de l'État en France, pour autant, il a peu d'influence sur la politique étrangère et notamment africaine. Donc il faut parler peut-être de François Hollande ou de Laurent Fabius en ce qui concerne la politique africaine. C'est très bien que vous me parliez du Congo après la Côte d'Ivoire, parce qu'effectivement, il y a une concomitance, comme diraient les Ivoiriens, des deux élections, en tout cas du référendum au Congo et de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Et ma thèse, c'est qu'il y a une opinion politique panafricaine, internationale, qui se crée. Et il y a des répercussions d'un scrutin ou d'une situation politique sur l'autre. Et c'est vrai que, contrairement à la Côte d'Ivoire, la situation au Congo-Brazzaville a été sanglante. Que pour le moment, Sassou Nguesso a passé ce cap, quelques jours après, mais c'est dans une situation pareille, il faut bien le rappeler, que Blaise Compaoré au Burkina Faso a été chassé du pouvoir en 24 heures. Et que si on revient à la politique française africaine, c'est un modèle, quelque part, pour François Hollande, même s'il ne l'applique pas systématiquement, que cette insurrection burkinabé, dont le peuple uni contre un despote, c'est ce qu'il a rappelé à plusieurs reprises, notamment au sommet de Dakar. Et donc quand François Hollande a rappelé ces principes de base de la nouvelle politique africaine, des élections libres et non truquées, une constitution intangible, Alassane Ouattara très peu appréciée, en même temps qu'un certain nombre de despotes africains. Selon votre intervention, c'est qu'il appartient aux Africains de prendre en main leur propre révolution. Oui, bien entendu, mais ça c'est possible que s'il n'y a pas des forces d'occupation. Vous savez, on peut y revenir. J'ai titré un long article « La France en retard d'une décolonisation », que l'armée française est présente dans un certain nombre de pays, comme la Côte d'Ivoire, et bloque ou non les évolutions. Je vous rappelle que c'est en période de cohabitation droite-gauche que Jospin a bloqué l'intervention de Chirac et a permis la chute du régime de Bédier. Donc dans ce cas-là, il faut plutôt parler un peu de laisser faire, laisser passer, où la France s'abstenant
les évolutions africaines se passent de manière spontanée. Mais dans d'autres cas, on a parlé du Burkina Faso, c'est quand même l'armée française qui a exfiltré le despote en chute, Blaise Compaoré, l'envoyé en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est une situation intermédiaire. Et chacun sait qu'en 50 ans de pseudo-indépendance, l'armée française est intervenue 50 fois, en général, en faveur des régimes, voire des dictateurs qu'elle soutenait. Michel Gali, vous êtes l'ami du président Laurent Gbagbo. Et vous venez de le voir tout récemment à Scheveningen. Comment se porte-t-il? Alors, je suis un ami lointain, en ce sens que ça faisait 7 ans que je ne l'avais pas vu. Donc, pendant les 2 dernières années où il était au pouvoir, de 2008 à 2010, je n'ai pas pu le rencontrer. Et que, effectivement, ça a été un moment de grande émotion, en tout cas de ma part, hein, parce que lui, il voit de multiples visiteurs. Comme chacun sait, ainsi que Charles Blé Goudet aussi, que je ne connaissais pas et que j'ai rencontré à cette occasion. Et ce qui m'a frappé à titre personnel, c'est que plus on parlait de sujets intellectuels, plus il s'animait. Hein. Et je me suis dit qu'en dehors de la famille et de la politique peut-être politicienne à l'ivoirienne, ça lui faisait du bien d'entendre parler de parutions, d'ouvrages. On a eu comme projet de reconstituer sa bibliothèque de livres français et latin, qui a été brûlé, m'a-t-il spécifié, par les grenades incendiaires des forces spéciales françaises, ce qui fait mal quand même pour tout intellectuel. Et donc, voilà à peu près les sujets de conversation dont on a parlé. Monsieur Michel Gali, pensez-vous que le président Laurent Gbagbo se trouve dans les dispositions physiques et morales pour affronter correctement son procès? Et ce procès ne serait-il pas politique dans la mesure où à chaque reprise, il est non seulement reporté, mais il est placé à des moments de l'histoire où la Côte d'Ivoire attend un tournage de son histoire? Vous avez raison et vous faites allusion notamment au moment des élections présidentielles, en tout cas du résultat, au fait que le début du procès Laurent Gbagbo a été tout d'un coup reporté de novembre à janvier prochain, ce qui est à la fois mesquin et assez ignoble, si ce n'est une ingérence dans les affaires ivoiriennes de la part de la Cour pénale internationale, qui effectivement est une institution politique. On a parlé de néocolonialisme judiciaire, à mon sens c'est tout à fait ça. Vous savez qu'ils n'ont inculpé que des leaders africains et que Laurent Gbagbo est le seul chef d'État déporté et emprisonné à La Haye, notamment pour qu'il n'intervienne pas dans le scrutin dont on vient de parler, les élections présidentielles ivoiriennes. Pour répondre à votre question, je pense que non seulement il est en pleine forme physique et intellectuelle, mais il veut absolument faire le grand discours devant l'histoire et devant le peuple ivoirien, si ce n'est la population africaine et occidentale, un discours qu'il n'a peut-être pas pu prononcer en mars-avril 2011. Et devant l'histoire, il tient absolument à mettre les choses au point et à témoigner. Là, M. Michel Gali, je pose la question aux politologues. Alors, le FPI, nous le savons, est divisé entre 2 tendances, les sangaristes et les affidés. Et le gouvernement ivoirien reconnaît à Afin-N'Guessan la légitimité du Front populaire ivoirien. M. Afin-N'Guessan vient de faire 10% aux élections présidentielles. Alors, concernant les législatives, si la tendance sangarée veut partir aux législatives, est-ce qu'il serait intéressant pour ce parti de se présenter sous la bannière de candidat indépendant, ou alors faudrait-il changer le nom du FPI avant d'y aller? Alors, votre question se place dans l'hypothèse où le Front populaire ivoirien tendance sangarée se présenterait aux législatives, ce qui est loin d'être acquis. Alors, dans ce cas-là, effectivement, on a vu que M. Afin-N'Guessan, qui est extrêmement déçu par les 10% au fond que le pouvoir lui a octroyé, puisque c'est comme ça que ça se passe, il se voyait déjà sans doute Premier ministre de Ouattara, et s'il va aux législatives avec une perspective de 10%, c'est assez catastrophique pour lui. Donc, il peut être tenté, bien évidemment, de composer, de négocier. Il a déjà, comme vous avez vu, pris un sigle de son parti différent de l'ancien Front populaire ivoirien.
Donc, quant à la tendance, moi je préfère dire loyaliste que pro-Sangaré ou voire frondeur. Les loyalistes, donc menés par Sangaré, Laurent Hakoun, etc., ils sont quand même très attachés, j'ai vu sur le plan émotionnel, au sigle Front Populaire Ivoirien FPI. Donc, c'est un peu les deux positions où une négociation peut s'engager, avec évidemment, sans doute à la clé, la libération des responsables politiques qui ont été incarcérés, des anciens ministres Laurent Gbagbo, comme le docteur Assouadou, qui est un ami personnel, ou bien Hubert Oulaye ou d'autres, et peut-être les 400 politiques, les 400 prisonniers politiques. Ça fait partie d'une négociation d'ensemble qui est en train de se dessiner. Mesdames et messieurs, c'était Ivoire 114 qui recevait pour vous M. Michel Gali, politologue et chercheur à l'ILERI.